Même les experts des marchés n'en reviennent pas. On a une France dégradée et des marchés au sommet. Une clôture record hier soir pour le CAC 40. Étonnant quand même au vu de la situation politique actuelle en France, non ? Le CAC 40, qui regroupe les plus importantes sociétés françaises cotées à la Bourse de Paris, a franchi la barre des 8250 points mardi. Des résultats qui tranchent avec l'instabilité politique, avec une dette publique qui se creuse et l'annonce de nombreuses faillites d'entreprises. Les dernières déclarations de Donald Trump, en pleine guerre des droits de douane avec le président chinois, ont semble-t-il rassuré l'ensemble des marchés européens. I have a great relationship with President Xi. I expect to be able to make a good deal with him. Les investisseurs ont également été soulagés par le rejet de la censure et le maintien dans ses fonctions du Premier ministre à Matignon. Soulagés aussi par l'annonce de résultats positifs de géants de l'économie française, à commencer par LVMH, leader mondial du luxe. Néanmoins, les incertitudes sur les finances publiques pèsent sur la confiance des marchés. Après Fitch il y a un mois et avant probablement Moody's demain, l'agence de notation S&P a dégradé la France. S&P nous dit, vous suspendez la réforme des retraites et donc là, en fait, on ne voit pas de trajectoire et c'est très mauvais. En fait, le vrai cœur du sujet, c'est la trajectoire, vers où on va et quel budget, mais quelle politique publique et économique derrière on a. Les agences de notation sont suspendues au débat sur le budget qui a démarré lundi en commission avant d'arriver dans l'hémicycle demain. Les discussions s'annoncent houleuses. Les députés ont largement rejeté la nuit dernière le volet recettes qui prévoyait notamment une taxe sur les holdings. Alors les choix budgétaires de la France peuvent-ils bousculer le CAC 40 sur fond de dette, d'instabilité politique et de faillites en série? Comment expliquer les performances de l'indice boursier? Eh bien, écoutez, on a les trois invités pour ce faire. David qui est là, bonsoir, économiste atterré, déterré, on ne sait plus très bien. En tout cas, vous êtes maître de conférence à l'université d'Angers. Votre dernier essai, La gauche ne peut-elle combattre le néolibéralisme, est paru aux éditions, excellentes éditions, Le Bord de l'eau. Et vous considérez que ce record de la Bourse de Paris mardi avant-hier montre que l'économie française ne va pas si mal que ça, même si les sociétés du CAC 40 sont des multinationales qui font principalement leurs bénéfices à l'étranger. À côté de vous, Béatrice Mathieu, bonsoir, grand reporter à l'Express. Bonsoir. Dernier essai Elon Musk, l'enquête inédite avec Emmanuel Botta aux éditions Robert Laffont. Selon vous, il ne faut pas confondre les performances du CAC 40 avec le reste des entreprises françaises, où il y a un rebond, des faillites, on en parlera tout à l'heure avec Anna. Ce record ne reflète en rien les difficultés rencontrées par une bonne partie des entreprises de notre pays. Et à côté de vous, Julia Bridger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste d'économie et de finances. Vous conseillez notamment les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, cotées en bourse. Et vous considérez que ce record du CAC 40 relance le débat sur une éventuelle taxation des plus riches. Mais attention, ajoutez-vous, cela veut surtout dire que les investisseurs ont aujourd'hui davantage confiance dans la gestion des grandes entreprises que dans celle de l'État. On y reviendra évidemment. Et on démarre avec le record, le fameux record. Le fameux record, celui du CAC 40 à la Bourse de Paris, c'était mardi, il a atteint à la clôture 8258,86 points, le dernier pic remonté à mai 2024. Le CAC 40 pour, on oublie, cotation assistée en continu et le principal indice de la Bourse de Paris qui reflète la performance donc, des 40 plus grandes entreprises françaises, parmi lesquelles le distributeur Carrefour par exemple ou l'assureur AXA. Il est mis à jour tous les 15 secondes. Julia Bridger, vous qui connaissez ça par cœur, comment vous expliquez ce record, tout simplement ? Alors, c'est un record, effectivement, qui a été atteint, mais il faut savoir qu'il a été atteint avec du retard. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis et les marchés américains avaient déjà très fortement progressé et les marchés européens également. Donc, il y avait l'Allemagne qui avait bien progressé, l'Italie, l'Espagne. Donc, c'est vrai que la France, on l'attendait. Il y a eu du retard pour plein de raisons. Mais sur et le déclenchement du record, a été lié notamment à la publication des résultats des sociétés. On a eu des publications de ces résultats de sociétés. De LVMH notamment. De LVMH notamment. Il faut savoir que dans ce CAC 40, le luxe, le secteur du luxe, a une pondération importante. Donc, il représente une part importante de l'évolution du CAC 40. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui ont fait qu'on a le sentiment que le luxe peut repartir, notamment en Chine. Et la dynamique aux États-Unis est plutôt bonne. Et aussi, David Kaila, peut-être qu'il y a moins de tensions entre la Chine et les États-Unis sur le commerce mondial. C'est en train d'aller un peu mieux. On a des perspectives
plus positive ou pas? C'est ça qui peut influencer la bourse française? Alors, en fait, je ne suis pas sûr que ce soit des perspectives si positives, parce qu'en fait, on est quand même dans l'incertitude. Par contre, on a des perspectives positives en termes de baisse des taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt ont beaucoup baissé en Europe et aux États-Unis, et a priori, ça va continuer de baisser. Et en fait, il faut comprendre que le CAC 40, c'est les indices boursiers, donc c'est la bourse. Oui. Et en fait, ce qui fait que on veut acheter des actions, donc des indices boursiers, c'est en comparaison avec des obligations. Et quand le taux d'intérêt, donc la rémunération des obligations diminue, du coup, ça valorise davantage les actions. Oui. Béatrice Mathieu, est-ce que ceci, qui intervient à peu près 8 jours après la non-censure du gouvernement de Sébastien Lecornu, est-ce que les marchés ont été rassurés par cette non-censure? Ça peut aussi, il y a un effet psychologique. Non, moi je pense que le record n'a rien à voir avec la politique, en somme. Non, mais ce qui a à voir avec la politique, c'est le retard en fait de la bourse française par rapport aux autres bourses européennes et mondiales. Comme vous l'avez dit, on était en retard par rapport au succès qu'ont enregistré les autres bourses. Et donc, il y avait cette incertitude politique, elle est dans les chiffres du retard. Donc, même si on a ce record-là, et vous montrez bien les chiffres, eh bien, la sous-performance de la bourse française, là, ça traduit en fait cette incertitude politique et donc l'incertitude aussi sur le budget. Mais quand je posais la question à David Caillard, c'était aussi l'économie mondiale, Julia Bridger, parce qu'on laisse entendre que peut-être les États-Unis et la Chine peuvent trouver un accord. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'économie mondialisée, du coup, la bourse de Paris s'en ressent? Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut savoir, donc les statistiques, elles ont été données sur les 40, en tout cas si on parle du CAC 40. Dans ces 40 entreprises, 85% du chiffre d'affaires de ces entreprises est réalisé à l'international. Donc on voit bien que le poids de la France et ce qui peut se passer en France sur l'évolution de la croissance de ces entreprises, il y a une corrélation qui est très faible. Et la bourse de Paris est directement corrélée à la bourse mondiale, aux bourses mondiales. Ça, c'est l'effet globalisation. Et donc, évidemment, il y a une anticipation d'un assouplissement, de baisse de tension entre les États-Unis et la Chine. Et comme l'expliquait David, une anticipation de baisse des taux d'intérêt qui est importante, puisqu'on le rappelle, Donald Trump ferait pression. Et on a la nomination du nouveau gouverneur de la Fed qui doit arriver en mai 2026. Et qui doit baisser les taux, donc on devrait avoir une baisse des taux et tout ça. Le marché l'anticipe. Alors, une petite archive à propos du CAC 40. Regardez, on revient en 2007, au moment où ce fameux CAC 40, cet indice, fêtait ses 20 ans. C'était l'époque des derniers sons de cloche, les dernières heures de la criée à la corbeille du Palais Brongniart. 31 décembre 1987, à la bourse, un nouvel indice voit le jour, le CAC 40, mesuré sur les 40 plus grosses sociétés françaises. 20 ans plus tard, les ordinateurs ont remplacé la criée, mais le CAC 40 s'est imposé comme un indice boursier mondial. On retrouve maintenant dans la forme du CAC tous les grands événements qui sont arrivés dans le monde. Il est parti de là, le CAC. Au bout de 20 ans, il est là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne va pas en ligne droite. Des hauts et des bas. Un indice trop soumis aux effets de mode pour certains financiers, le symbole d'une économie irrationnelle pour d'autres. Irrationnelle, David Caillard. En fait, la bourse, elle s'en sort toujours tout de même, non? Il y a des rebonds. À chaque fois, on va voir historiquement comment ça s'est passé. Oui, mais il faut bien comprendre qu'un indice boursier, c'est pas il y a un effet structure. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'indice, c'est les entreprises les plus performantes, les plus importantes. Et donc, du coup, il y en a qui sortent et qui rentrent. Et donc, il est logique que l'indice évolue plus vite que la moyenne de l'économie, en fait. Ouais. Julia Bridger, alors la question c'est maintenant, est-ce que la bourse est totalement déconnectée de l'économie réelle? Ou parce qu'on dit que ça va mal, que l'économie française va mal, et là on voit des chiffres ahurissants, et tout le monde se dit, non mais on n'est pas sur la même planète. On parle encore une fois des 40 plus grandes entreprises mondiales, on ne parle pas de ces PME ETI. Moi je peux vous dire, on parle au quotidien avec des entrepreneurs et des dirigeants de PME ETI, et ils sont aujourd'hui dans le brouillard. La consommation, elle est en berne, donc tout ce qui est le secteur du retail, du commerce, c'est très difficile. Et la situation fait que les entrepreneurs, au niveau des investissements, c'est compliqué. Et on le voit, il y a encore des données qui sont sorties ce matin sur la radiation d'entreprises. On va en parler. Elles sont significatives. Mais pardon, mais il y a des indices, on a découvert ça en préparant l'émission, qui existent aussi à la bourse pour ces petites entreprises. Et alors, est-ce que ça va bien ou pas? Ou alors ils sont dans les choux? Il y a un rebond aussi cette année, mais qui est un rebond technique. Mais il faut savoir que les 3 dernières années, lorsque le CAC 40 performait, ces indices small cap étaient en baisse. Et ça reflète évidemment ces small cap. Et il y a des indices effectivement dédiés
aux petites entreprises. Alors, il y a effectivement un record de défaillance d'entreprises en France. Vous allez nous le détailler, Anna. 2025 s'annonce déjà comme une année record pour les défaillances d'entreprises. En un an, 68 000 entreprises ont fait faillite. 240 000 emplois seraient menacés selon l'observatoire BPCE. C'est le plus haut niveau depuis 2009, un an après la crise des subprimes. Alors certes, on le voit sur ce graphique, les défaillances ont explosé à partir de 2022, année à partir de laquelle les entreprises ont dû rembourser les prêts de l'État qui avaient été octroyés pendant la période Covid. Mais depuis 3 ans, on peut dire que cet effet s'est estompé et pourtant la crise s'accentue. Les entreprises les plus touchées, vous l'avez dit, ce sont les TPE, très petites entreprises, et les PME, petites et moyennes entreprises. Parce que pour elles, l'équation est assez complexe, d'autant plus en période d'incertitude économique et géopolitique. Les carnets de commandes ne se remplissent pas, les ventes stagnent, alors que leurs charges ne cessent d'augmenter. Je pense à l'énergie, aux matières premières, aux droits de douane maintenant pour certaines. Résultat, elles cumulent des difficultés et font face à des problèmes de trésorerie récurrents qui les poussent bien souvent à devoir mettre la clé sous la porte. Au premier semestre 2025, 30 000 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi, essentiellement dans des très petites entreprises de moins de 5 salariés. Béatrice Mathieu, comment est-ce qu'on explique justement ce paradoxe de grandes entreprises qui surperforment et qui tirent le CAC 40 vers le haut, et puis ces petites entreprises qui sont en difficulté? Parce que les grandes entreprises qui surperforment sont sur les marchés internationaux, que par exemple la croissance américaine, malgré tout ce qu'on a pu dire en fait depuis l'arrivée de Trump, se maintient en fait, et se maintient plutôt bien, parce que l'Asie aussi continue d'avancer assez vite, et que la croissance chinoise, même si elle s'est quand même un peu affaissée, c'est quand même pas la catastrophe. Et donc ces grandes entreprises sont sur ces marchés-là, et que la France finalement c'est très peu de leur chiffre d'affaires. Et donc parallèlement vous avez ces petites entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui sont davantage sur le marché français et européen et allemand par exemple, le marché allemand qui est quand même très compliqué, et bien, on voit bien qu'elles sont étranglées financièrement, parce qu'il y a encore beaucoup de dettes dans les entreprises françaises et beaucoup de prêts de PGE. Vous vous rappelez ces fameux prêts? C'était les prêts garantis par l'État qui avaient été octroyés au moment du Covid. Au moment du quoi qu'il en coûte, oui. Voilà, au moment du quoi qu'il en coûte, et qu'il faut bien rembourser. Donc ça, qui arrive, voilà, le remboursement arrive à échéance. Et des problèmes de trésorerie. Mais David Keller, justement, ces faillites, est-ce que c'est pas un signal alarmant qui montre que justement l'économie va mal en France? C'est-à-dire que au-delà du fait que ce n'est pas les mêmes marchés, parce que ce n'est pas les mêmes entreprises, il y a aussi quand même, au sein des entreprises, une hiérarchie des donneurs d'ordre et des sous-traitants. Et en fait, les PME, elles sont aussi en partie asséchées par les grandes entreprises. Donc, c'est pas non plus... Comment ça, asséchées? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rapports de force. On a parfois des entreprises qui sont de taille mondiale et qui peuvent imposer leur prix à des PME, TPE. Et notamment dans le secteur industriel, il y a beaucoup de sous-traitance. Et ça explique que les profits, ils ont tendance à monter vers les grandes entreprises, mais à disparaître vers les petites entreprises. Donc c'est aussi ce phénomène qui explique la différence qu'il peut y avoir. Et par ailleurs, je rejoins ce qui a été dit. Le fait qu'il y ait beaucoup de faillites aujourd'hui, c'est aussi une conséquence du fait qu'il y a eu peu de faillites en 2020 et 2021, parce qu'il y avait les aides d'État. Et donc, il y a aussi un phénomène de rattrapage. Mais Julien Briget, c'est pas compensé par le nombre de créations d'entreprises. On dit quand même que la France, toujours, arrive à... Voilà, il y a des investisseurs, des jeunes entrepreneurs qui créent. On a eu, mais là aussi, il y a eu une pénurie de financement. On a eu une bulle avant le Covid et pendant le Covid, avec les startups qui trouvaient du financement très facilement, notamment dans tout ce qui est nouvelles technologies. Oui. Il y avait des fonds de private equity, ce sont des investisseurs privés qui avaient levé beaucoup d'argent et qui souhaitaient soutenir ces entreprises. Et les liquidités dans ce domaine-là se sont asséchées. Donc là aussi, il y a beaucoup moins d'argent pour investir dans ces entreprises. Même pour l'intelligence artificielle, par exemple, tout le monde se dit, alors, voilà, à la France, c'est pas la traîne pour ça. Les niveaux de valorisation ne sont pas les mêmes, et c'est vrai qu'on est quand même, on n'a pas encore le même niveau d'avancement qu'aux États-Unis, parce que les marchés américains, il faut le dire aussi, sont très poussés par les valeurs technologiques et par l'intelligence artificielle. C'est là aussi où on a un écart avec les marchés français. Oui. Et Béatrice Mathieu, mais est-ce qu'on joue à se faire peur ou pas? Ou est-ce que finalement, bon an, mal an, la France arrive toujours à faire une forme de destruction créatrice et qu'on arrive à dépasser les circonstances et la conjoncture?
Non, mais le modèle français diffère de façon différente de l'Allemagne et surtout des pays espagnols. C'est-à-dire, dans les périodes de crise, on baisse moins que les autres. Et dans les périodes de rebond, on augmente moins que les autres. Et donc, on reste sur un truc un peu mou, sans tonus. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec les questions budgétaires, on est devenu l'homme malade de l'Europe. Justement, vous parlez de questions budgétaires, on est au cœur de la crise budgétaire, David Kella. Donc comment on fait? Comment on finance l'économie? Quels sont les choix, les hypothèses? Heureusement, le financement des entreprises privées ne dépend pas de l'État. Ça dépend des banques, ça dépend de la croissance économique, des anticipations, ça a été dit tout à l'heure. On ne va pas lâcher le mot réforme des retraites, parce qu'on ne va pas faire un débat sur la réforme des retraites, mais comment on finance l'éducation, enfin tout le reste, quoi. Non, mais la réalité, c'est que l'économie française ne va pas si mal. Je le disais tout à l'heure, et vous l'avez rappelé. On a un taux de croissance de 1%. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux. En prévision, c'est quand même en dessous d'1%. Et ça baisse au fur et à mesure. Pour l'instant, on est sur 1%. Les prévisions, on verra ce que ça sera. Ça sera peut-être moins, parce que ça dépend aussi du budget. Pour le coup, un budget récessif, ça fait baisser la croissance. Mais l'Allemagne, ça fait 3 ans qu'ils sont en récession. Et l'Europe centrale va très mal du point de vue industriel, parce que l'Allemagne était un moteur de tous les pays d'Europe centrale. L'Allemagne arrive à faire des plans de relance, ce qui n'est apparemment pas le cas de la France. Oui, nous, on fait l'inverse d'un plan de relance. On fait un plan de récession, parce qu'on a des baisses. Voilà, non mais ça c'est vrai. Mais après, la commande des entreprises ne dépend pas uniquement du budget de l'État. Si par exemple il y avait une croissance en Allemagne ou il y a une croissance en Espagne, ça tirerait aussi Béatrice Mathieu, vous n'étiez pas d'accord? Non, moi je pense que se satisfaire aujourd'hui entre 0,5 et 1% de croissance, c'est quand même une sorte de défaite en fait. Quand on voit que c'est mieux qu'en Allemagne. Non, mais l'Allemagne a des raisons. Ils ont pas. D'une part, ils ont les capacités aujourd'hui budgétaires de faire une relance massive que nous n'avons pas. Et quand vous comparez par rapport aux pays du Sud, avec l'Espagne ou l'Italie, qui ont fait des réformes que nous n'avons pas fait, nous avons une croissance très inférieure à celle de l'Espagne. Avec des salaires qui sont beaucoup plus faibles dans ces pays, justement. Et il faut voir aussi que moi, je préfère vivre en France qu'en Espagne aujourd'hui. Regardez le niveau de salaire qu'il y a dans ces pays. Surtout avec les baisses salariales qu'il y a eu pendant la crise. Sur les niveaux de salaire, Julia Bridger? C'est sûr qu'il y a un soutien en France, quoi. De toute manière, c'est une économie qui a le soutien là-dessus, où la qualité de vie, évidemment, des salariés est sans doute meilleure que dans d'autres pays. Après, effectivement, c'est difficile de se satisfaire d'une croissance en dessous d'1%, mais c'est le problème en France. On veut tout, en fait. On ne veut pas de dette. Parce qu'il y a un moment, il va falloir choisir. C'est quand même la croissance française qui paye le modèle social. Voilà. Et donc, mais vous savez que c'est un enjeu politique, Béatrice Mathieu. Regardez, on parlait du CAC. Il n'y a pas de corrélation entre le modèle social et la croissance. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est parce que vous avez de la croissance que vous financez quand même des dépenses publiques. D'accord, la croissance permet de financer des dépenses publiques et des dépenses sociales, je suis d'accord. Mais encore une fois, la France n'est pas si mauvaise que ça en termes de croissance par rapport aux autres pays. Même si le modèle social ce que vous êtes en train de dire est un enjeu politique. On parlait du CAC 40, qui dit CAC dit action, et donc versement de dividendes et injustice, en tout cas. C'est le point de vue d'Éric Coquerel, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On l'écoute. La question n'est pas de faire payer plus les ultra-riches, mais qu'ils soient imposés sur leur richesse comme le tout venant. Et en gros, on a un système anti-redistributif dans lequel les ultra-riches payent moins d'impôts que la plupart des Français. Ça, c'est pas possible. Par exemple, au niveau du CAC 40, on a multiplié par 2 les dividendes et que rien n'a suivi en termes d'investissement, de création d'emplois, etc. David Kella, puisqu'on parle du CAC 40, qu'est-ce qu'il faut pour vous? C'est taxer ceux-là? C'est ceux qui ont des dividendes et qui les distribuent? C'est là-dessus qu'on peut trouver l'argent pour financer notre modèle? Alors, ce qui est vrai, c'est que la distribution de dividendes a beaucoup augmenté, là pas depuis quelques années, depuis 30 ans. On a changé de modèle économique dans les entreprises. Maintenant, avant, c'était la croissance, c'est-à-dire du chiffre d'affaires qui était au cœur des entreprises. Et puis maintenant, il faut distribuer, donc faire un retour sur investissement le plus important possible. Et puis, on distribue beaucoup et on réinvestit peu. Après, taxer les entreprises et taxer les riches, c'est pas tout à fait la même chose. Les entreprises peuvent être taxées, mais c'est elles qui, de fait, investissent. Donc c'est vrai que et puis surtout, c'est elles qui décident où elles vont investir. Et taxer les dividendes, ça a toujours été dans le débat, souvent. Oui, taxer les dividendes, du coup, ça, c'est taxer les personnes qui récupèrent les dividendes. Exact. Ça, c'est intéressant. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui récupèrent ces dividendes et très riches. Ils ont des holdings souvent placés à l'étranger. Alors, il y a eu le projet de taxer les holdings aussi. Oui, mais quand ces holdings sont à l'étranger, ça pose problème aussi sur quelle est la base fiscale qu'on va taxer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les revenus de ces entreprises, des dividendes, vont dans des holdings. Et en fait, on tire de l'argent sur ces holdings
holding quand on a besoin de dépenser. Donc on n'est pas taxé sur ses dépenses, mais sur sa consommation. Julien Bridger, si on les taxe, vous qui connaissez bien les agents du CAC 40, est-ce que vous pensez que les entreprises vont se délocaliser? Est-ce que c'est quelque chose, une menace qu'elles laissent planer ou pas? Oui, elles le laissent planer et elles l'ont déjà fait. Après, je vais vous dire, Bernard Arnault l'a fait déjà. Tout à fait. Et il y a un signal psychologique. Et il y a un signal, qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise? Et c'est vrai que lorsqu'on ne parle et qu'on centre le débat que sur la taxation des entrepreneurs, qu'on parle de la taxe Zuckman avec les biens professionnels et autres, ça envoie un signal non incitatif à la création de richesses pour les entreprises et pour les entrepreneurs. Et donc, il y a ce signal psychologique qui est important. Et Béatrice Mathieu, est-ce que ça, les agences de notation, elles peuvent nous pénaliser pour ça ou pas? Elles nous ont dégradés, là. Si jamais on se met à taxer, si on fait plus de taxes sur les gens qui ont le plus et les dividendes, est-ce que ça peut nous impacter de ce côté-là? Et qui dit mauvaise note, eh bien, dit derrière difficulté à financer notre économie. Ah oui, moi je pense qu'effectivement, on verra le budget qui aboutira à des discussions. Mais si c'est un budget assez délirant en termes de dérive des dépenses ou d'augmentation très forte des impôts, on aura... Alors là, on est déjà dégradé, on va avoir la réponse de Moody's demain soir. Donc probablement, Moody's va dégrader comme S&P l'a fait. Ce qui a été assez surprenant, c'est que la réponse des marchés financiers, notamment des marchés obligataires, à la dégradation a été extrêmement faible. Tout ça parce que c'était déjà en fait dans ce qu'on appelle la prime de risque des taux d'intérêt. Mais si on a dissolution, si on n'a pas de budget ou une loi spéciale qui reproduit, voilà. Donc s'il n'y a pas un mouvement en fait qui est assez clair de rétablissement des finances publiques, quand même dire qu'on est le seul pays en Europe en fait à ne pas avoir un rétablissement marqué, durable de nos finances publiques. Et avoir abandonné la réforme des retraites. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que la France, elle émet quand même 310 milliards d'euros de dettes l'année prochaine pour se financer. D'abord, la question sur les marchés, c'est pourquoi les finances publiques se sont autant dégradées. Quand on regarde les chiffres, en fait, on a baissé beaucoup les impôts, concrètement, et on n'a pas compensé ces baisses par des baisses de dépenses. Surtout parce que l'essentiel des dépenses, c'est dépenses sociales, dépenses de retraite, qui est la grosse part des dépenses. Et donc, ça explique la dégradation des finances publiques. Donc, on pourrait tout à fait réaugmenter les impôts, c'est-à-dire retrouver un niveau de fiscalité. Alors oui, mais dites ça aux retraités, parce qu'on a déjà beaucoup baissé les dépenses dans tous les services publics, et notamment dans l'éducation et la santé. Et donc, c'est problématique d'avoir des profs qui sont les moins payés de l'OCDE. Et voilà. Julia Bridger, vous avez évoqué la réaction des patrons du CAC 40 à propos de taxe Zuckman, etc. Que disent les patrons des PME et des entreprises de taille intermédiaire que vous conseillez par rapport précisément à ces hypothèses de taxation sur les holdings notamment ou de taxer les sur la riches? taxe Zuckman, notamment sur les biens professionnels, c'est incompréhensible parce qu'on parlait de choses non liquides, on parlait de valorisation hypothétique parce que pour rappeler, c'était de l'argent virtuel et de dire, s'ils n'ont pas le cash, donnez-leur des parts de votre société. C'est ce que disait Arthur Mensch. C'est quand même... La plupart du temps, ils ont le cash quand même. Là, on parlait d'eux... Non, ils sont actionnaires. Attendez, laissez parler. Les rendements des moyens, c'est quand même... Non, les sociétaires des PME, TI aujourd'hui en bourse, vous avez des centaines de sociétés qui sont valorisées entre 200 et 500 millions d'euros. Ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine, pas les donc quand on a une valorisation, on peut faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et être valorisé 150 millions d'euros. Et si on est valorisé 150 millions d'euros, on est taxé. Si le dirigeant en détient encore une grosse partie. On toujours ces cas un peu particuliers. Mais non, parce que ce ne sont pas des cas particuliers. On oublie de dire que le rendement moyen des actions, et on le voit avec la hausse du CAC 40, c'est quand même 6 à 7, 8%. Et il s'agissait de taxer un tiers, c'est-à-dire 2% des entreprises. Ce ne sont pas des cas particuliers de prendre les biens professionnels. C'est le cas général, les actions vers les dividendes. Mais les dividendes, ils sont taxés. Il y a une flat tax à 30%. Alors on peut dire... Ils ne sont pas taxés parce qu'ils sont dans les holdings, justement. C'est tout le problème. Non, mais a posteriori, ils sont taxés quand le cash sort des holdings. Oui, mais parfois, il ne sort pas. Merci infiniment. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu débattre.